Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1 et aujourd'hui on va parler jeunes pilotes. Cette semaine, Juri Vips a été suspendu de la filière jeune pilote de chez Red Bull après avoir prononcé le N-word ainsi qu'avoir eu des propos homophobes sur Twitch. Il a été suspendu par la maison mère et c'est un comportement qui est bien sûr totalement inacceptable et qui nous rappelle à quel point le comportement en dehors de la piste est tout aussi important que les performances d'un jeune pilote. En effet, dans les catégories juniors, on voit que souvent les pilotes sont de toute façon assez rapides. Il y a une sélection naturelle qui se fait, bien sûr, mais vous en avez souvent 5-6 qui ont quand même un très bon niveau. Et donc dans ces cas-là, on va aller au-delà du pilote, on va notamment aller dans le social, ses relations notamment avec les mécaniciens et l'image qu'il va renvoyer. Bref, il y a énormément de facteurs qui vont entourer un pilote dans sa jeune carrière et ça peut être absolument déterminant sur son futur. On ne devient pas que pilote de Formule 1 parce que l'on est rapide. Juri Vips est rapide, c'est certain, ses qualifications en Formule 2 cette saison le démontrent. Malgré quelques irrégularités en course, il avait toujours eu le soutien de Red Bull qui l'avait accompagné dans son développement. Isaac Hadjar disait chez les pistonnés cette semaine qu'il pensait que Juri Vips était le pilote le plus rapide d'ailleurs de la filière Red Bull. Il le disait avant l'incident, bien sûr je le précise. Mais on savait que c'était un pilote très rapide qui, vous vous en souvenez, a fait ses débuts dans un week-end de Formule 1 en Espagne cette année. Il avait remplacé Sergio Pérez en première séance d'essai libre. Bon, ça n'avait pas été spécialement impressionnant, mais voilà, c'était une séance de test et il faisait son petit bonhomme de chemin. Il est sur sa deuxième saison en Formule 2, il continue d'avancer tranquillement. Et il avait potentiellement un avenir en Formule 1 parce que jusqu'ici, il avait plutôt une bonne image avec son pote Liam Lawson et tout. On voyait potentiellement un duo sympa à venir chez AlphaTauri dans le futur. Mais malheureusement, tout ne se limite pas à la piste et le comportement de Juri Vips a été donc totalement inacceptable. Il a été suspendu par Red Bull. Ce n'est pas encore une exclusion définitive de la filière. Ils vont mener une investigation interne, ils l'ont dit. Lui, de son côté, s'est excusé et a dit qu'il participerait à cette investigation. Il va donc coopérer pour aider l'équipe à comprendre ce qui s'est passé, etc. Mais bon, voilà, on comprend bien que l'avenir de Juri Vips en Formule 1 est extrêmement compromis. Cela ne l'empêchera pas, a priori, tout de même d'avoir un avenir dans le sport automobile. Il a une vraie pointe de vitesse. Maintenant, clairement, ça va largement handicaper le reste de sa carrière. Car je vous le disais, être rapide, c'est très bien. C'est hyper important, c'est primordial. Pour arriver en Formule 1, vous êtes obligé d'être extrêmement rapide. Mais il faut aussi être présent en dehors de la piste. Et le dernier exemple que je vais reprendre, c'est Dan Ticktum, qui a toujours été un pilote très rapide, mais qui a vu les portes de la F1 se refermer à plusieurs reprises pour son comportement antisportif, des gestes complètement déplacés en piste, inappropriés. Dan Ticktum a probablement un peu ruiné ses chances en Formule 1 par son comportement, et c'est exactement ce que vient de faire Juri Vips. On voit que le comportement en Formule 1 est extrêmement important parce qu'à l'inverse, quand vous êtes un pilote impeccable, que vous ne vous plaignez pas, que vous faites le job, eh bien ça finira par vous sourire. Et c'est l'exemple que montre Oscar Piastri qui lui pour le coup a plus que la vitesse de pointe. C'est clairement l'un des pilotes les plus rapides de la prochaine génération qui arrive. Si ce n'est le plus rapide, clairement il a été extrêmement impressionnant dans toutes les formules de promotion. Je vous le rappelle, champion en rookie, en F2 et en F3 notamment. Mais voilà, c'est clairement un pilote extrêmement rapide et qui pourtant n'a pas eu sa place en Formule 1, alors qu'à l'inverse, un Guan Yu Zhou l'a eu cette année. Non pas que Zhou soit mauvais ou quoi, mais voilà, Piastri était champion de F2 en titre quand Zhou avait terminé 3ème cette même saison. On peut comprendre qu'il est un peu mauvaise. Les deux en plus sont pilotes de l'académie alpine, donc voilà. Il aurait pu avoir une mauvaise réaction, mais Piastri est resté impeccable, droit dans ses bottes. Il fait le job actuellement en tant que 3ème pilote alpine. Et ça va payer, puisque selon les informations que l'on a, il devrait faire ses débuts dans un week-end de Formule 1 au Grand Prix de France en séance d'essai libre. On ne sait pas encore à la place de qui, mais a priori c'est ainsi que ça se dirige. Et il devrait surtout débuter en Formule 1 l'année prochaine. Otmar Szafnauer a été interrogé en conférence de presse. On lui a demandé est-ce qu'Oscar Piastri serait en F1 l'année prochaine. Il a tout simplement répondu oui. Oscar Piastri sera donc bien présent sur la grille 2023, en tout cas c'est son patron qui l'affirme, puisque Otmar Szafnauer, donc je vous le rappelle, c'est le patron de chez Alpine, et Oscar Piastri est un pilote, un jeune pilote Alpine, pilote de développement à l'heure actuelle, 3ème pilote. La rumeur, je vous le rappelle, on en parlait la semaine dernière, l'enverrait chez Williams pour un contrat de 2 ans à la place de Nicolas Latifi et donc aux côtés d'Alexander Albon, ce qui ferait que du coup chez Alpine on prolongerait Fernando Alonso, qui a montré encore le week-end dernier au Canada qu'en termes de rythme,
bon bah il a sa place en Formule 1, voilà, clairement. Maintenant Piastri devrait faire ses débuts en F1 et c'est largement mérité pour un pilote qui est à la fois très rapide mais également impeccable en dehors de la piste. Voilà donc pour cette petite mise au point un petit peu sur l'image et l'importance de l'image en Formule 1 et surtout dans les catégories juniors et pour les jeunes pilotes. Clairement, l'image que vous renvoyez, notamment par rapport aux sponsors, parce qu'on le rappelle, les sponsors ont une grande influence dans les équipes de Formule 1, parce que bon, bah, si c'est eux qui vous payent la saison, ils peuvent potentiellement avoir leur mot à dire, ou en tout cas, voilà, avoir une certaine influence, pas forcément prendre la décision, mais plutôt émettre un doigt de veto et ne pas vouloir être associé à quelqu'un qui renvoie l'image que peut renvoyer actuellement Juri Vips. Donc clairement, il n'y a pas que la performance en sport automobile. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Et la première information, c'est que Pierre Gasly a prolongé son contrat, ou plutôt sera pilote AlphaTauri en 2023. On peut pas forcément dire qu'il a prolongé son contrat. Pierre Gasly, je vous l'explique sa situation, il est pilote Red Bull. Et je vous le rappelle, Red Bull en Formule 1 a 4 baquets. Les 2 baquets Red Bull, donc qui sont occupés par Max Verstappen et Sergio Perez, là-dessus c'est bloqué. Et les 2 baquets AlphaTauri, parce que le choix des pilotes ne croyait pas qu'il revient à Franz Tost. Il revient bien évidemment à Red Bull. Pierre Gasly était donc sous contrat et est donc sous contrat jusqu'à fin 2023 avec l'entité Red Bull. Et donc on a tout simplement activé une option pour le verrouiller chez AlphaTauri. Donc le français ne bougera pas de l'écurie italienne l'année prochaine. Il aurait peut-être fallu un petit peu attendre de voir les prochaines opportunités pour Pierre Gasly si jamais elles s'ouvraient à lui. Maintenant, je pense qu'il n'a pas forcément eu son mot à dire. Ce qu'on disait, c'est que de toute façon, à moins que, par exemple, la place de Ricciardo chez McLaren se libère ou la place d'Hamilton chez Mercedes, a priori, il valait peut-être mieux quand même rester une petite année en plus chez AlphaTauri et attendre que vraiment le marché des transferts se débloque. J'en profite d'ailleurs puisque je mentionne Daniel Ricciardo à l'instant. 2 week-ends un petit peu plus solides en Azerbaïdjan et au Canada. Une confiance avec Zak Brown peut-être un petit peu retrouvée. En tout cas, on a plutôt le sentiment à l'heure actuelle qu'il va aller au bout de son contrat et continuer d'être pilote McLaren jusqu'à fin 2023. Je vous le rappelle, il a encore un contrat pour l'année prochaine, mais apparemment, il y avait des clauses comme quoi il aurait pu être rompu ce contrat. A priori, Daniel Ricciardo va bien aller au terme de celui-ci et donc rester pilote McLaren pendant encore environ 1 an et demi, en espérant qu'il continue de retrouver de la performance. Et on suit également l'évolution de la situation de la potentielle écurie Andretti en Formule 1. Zak Brown en a parlé cette semaine, il y a effectivement de nombreuses barrières. On est en train d'essayer de faire barrage à l'écurie Andretti. Il y a de nombreux acteurs du monde de la Formule 1 qui ne semblent pas vouloir qu'Andretti rejoigne le sport comme ils en ont l'envie pour 2024. C'est extrêmement compliqué d'entrer en Formule 1. Déjà, avant même de commencer à développer votre équipe, il faut poser 200 millions sur la table, donner 200 millions à la FIA pour en gros prouver qu'on n'est pas des blagueurs et qu'on vient avec des moyens. C'est déjà une grosse complication pour entrer en Formule 1, mais ça évite les projets où il y aurait tout le temps des flops et n'importe quand on dit « Oh tiens, je vais créer mon équipe de Formule 1 » et puis finalement non. Donc voilà, c'est un petit peu pour faire le tri entre les équipes, mais il semblerait qu'il y ait certains blocages. Pour l'entrée d'Andretti en F1, Zak Brown, en tout cas, de son côté, soutient Michael Andretti et espère plutôt que l'écurie arrivera. On suivra du coup aussi l'évolution de la situation de Colton Herta, qui est a priori en pole position pour rejoindre l'écurie américaine si elle venait en Formule 1. Pareil, on continue de vous tenir au courant sur les dossiers qui évoluent lentement mais sûrement. Nikita Mazepin poursuit toujours Haas en justice. On parle a priori du coup des premiers mois de 2022 parce que je vous le rappelle, jusqu'à mars, Nikita Mazepin a été un pilote Haas. Donc pour début 2022, a priori, Nikita Mazepin n'aurait pas reçu de salaire. Quand il y a des écuries en difficulté financière, le pilote peut accepter et dire bon bah on va sortir un petit peu de la panade et vous me payerez quand ça ira mieux. Mais là donc Haas n'avait pas payé Mazepin et ne veulent toujours pas le faire à l'heure actuelle. Il poursuit donc l'écurie américaine en justice et on verra quelle en sera l'issue. Et puis enfin on termine avec un petit point calendrier. On en parle beaucoup cette saison mais il y a tellement d'actualités, honnêtement c'est hyper cool à suivre. Allez voir la vidéo de la semaine dernière d'ailleurs si vous voulez une petite mise au point sur la complexité de la construction du calendrier de 2023. Et on a donc énormément de candidats pour avoir une course pas que en 2023, mais même dans le futur en Formule 1, il y en a toujours de plus en plus. À noter d'ailleurs que l'Afrique du Sud, ça commence à être de plus en plus construit. Il y a carrément un compte Twitter qui a été créé pour le Grand Prix d'Afrique du Sud. Il n'y a pour l'instant rien d'officiel, mais voilà, on est a priori plutôt sur la bonne voie pour un retour à Kyalami. Et apparemment, le projet de Nice est assez sérieux. En tout cas, il y a clairement un projet, ça semble être assez certain, qui serait
un copier-coller de Miami sur la Côte d'Azur, clairement. Les rumeurs parlent d'une course autour du stade de l'Allianz Riviera, donc où joue notamment l'OGC Nice pour les fans de football. Donc on est clairement sur un copier-coller de Miami à Nice. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Chacun aura son avis sur la question. Moi, personnellement, je vous le donne, je ne pense pas que ça ait un intérêt. Je préférerais garder le Grand Prix de France au Castellet notamment et garder le Grand Prix de Monaco, puisque Liberty Media l'assure. Mais non, un Grand Prix en ville sur la Côte d'Azur, un autre Grand Prix en ville sur la Côte d'Azur n'est pas du tout un moyen de pression sur Monaco. Bon voilà, on n'imagine pas trop pour l'instant la F1 à Nice, peut-être que finalement le projet va se structurer et que ça se fera, mais a priori ça ressemble quand même vraiment à une pression sur Monaco. On verra donc comment ça évolue et si le contrat du Grand Prix en principauté est finalement prolongé. Et puis enfin, comme si la liste des prétendants n'était pas assez grande, on a encore deux nouvelles destinations qui se sont positionnées. Madrid souhaiterait accueillir la Formule 1. Alors là, on est à un horizon un peu plus lointain parce que ce serait plutôt pour remplacer le Grand Prix de Barcelone qui a un contrat jusqu'en 2026. Ça a été prolongé récemment donc. Mais Madrid se positionnerait pour un nouveau Grand Prix en ville, encore une fois, et la capitale espagnole a envie d'accueillir la Formule 1 une fois de plus. Allez voir la rétro dans quelques minutes. Et on a également une délégation FIA qui s'est rendue au Maroc pour visiter le circuit Sidi Daoui. On sait que le Maroc veut accueillir la Formule 1. Le but a priori de cette visite était d'observer le circuit, les infrastructures et potentiellement de l'homologuer parce que je vous le rappelle, pour arriver au calendrier de la Formule 1, un circuit doit être homologué au grade 1, c'est-à-dire que donc il y a des infrastructures pour accueillir le public, de la voie des stands, également des protections parce qu'il faut que le circuit soit protégé. Les Formule 1 vont quand même beaucoup plus vite que de très nombreuses autres catégories, donc il faut qu'on puisse mettre des tech pro, que les rails soient bien positionnés, enfin voilà, il faut vérifier que le circuit est en capacité d'accueillir la Formule 1, et donc le Maroc, comme Madrid d'ailleurs, se positionne à leur tour pour potentiellement accueillir la F1 dans le futur. Ça commence à faire vraiment beaucoup de candidats. Voilà donc pour les news. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de la semaine prochaine. Et cette semaine, je vous propose de parler un petit peu d'histoire du Grand Prix d'Espagne parce que on y est assez habitué. La F1 se rend sur le circuit de Barcelona-Catalunya depuis maintenant 1991. Pour beaucoup, on n'a connu que ce circuit en Formule 1, c'est un des classiques du calendrier, même si c'est pas forcément toujours la manche la plus appréciée. La rumeur d'une course à Madrid cette semaine nous a permis de découvrir, ou de redécouvrir pour certains, moi personnellement je l'ai appris, que la F1 s'était déjà rendue dans la capitale espagnole, ou plutôt sur un circuit juste un petit peu au nord de Madrid, à Jarama. Cette manche est arrivée en 1968 et a été en alternance avec une autre course à Barcelone, on en reparle dans quelques instants, jusqu'en 1975. Il y a eu au total 9 manches entre 1968 et 1981. On n'a qu'un seul pilote qui s'est imposé à 2 reprises, c'est Mario Andretti, champion du monde 1978. La dernière victoire sur ce circuit revenait à Gilles Villeneuve. Circuit assez rapide, vous l'avez sous les yeux, il y a potentiellement des challenges assez intéressants, mais on voit quand même que c'est un circuit un petit peu plus pour l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu trop petit, il n'y a pas assez de zones d'accélération, de dépassement et tout. Ça pourrait être un petit peu intéressant à tester potentiellement, mais voilà, dans le dessin, ça me fait un petit peu penser même au Mugello. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est sur un circuit qui est sans doute très sympa à rouler, avec de la courbe rapide, des virages à moyenne vitesse, mais un petit peu plus à l'ancienne et pas forcément adapté pour aujourd'hui faire des courses de Formule 1 avec du dépassement. En revanche, en 1968, ce circuit pouvait tout à fait être adapté à la Formule 1, à l'inverse du Grand Prix à Montjuïc Park. Je n'ai aucune idée de comment on prononce cela. Montjuïc, je n'en sais rien du tout. Bref, on était juste à côté de Barcelone, sur les hauteurs de Barcelone, dans un cadre absolument incroyable. Quand j'ai découvert les photos, j'ai halluciné, honnêtement. Là, pour le coup, on nous parle souvent lors des Grands Prix en ville d'une carte postale qui fait rêver. Non mais quand même, on va faire rouler les F1 à Las Vegas. Là, j'avoue qu'en plus, pour l'époque où il n'y avait que très peu de Grands Prix en ville, il y avait le Grand Prix de Monaco, mais clairement, les images, c'est vrai, il faut le dire, font pas mal rêver. En revanche, au-delà de ça, le circuit était extrêmement dangereux, et d'ailleurs en 1975, pour la dernière édition du Grand Prix, Emerson Fittipaldi, champion du monde en titre, plie bagage dès les premiers tours de course. Trop dangereux, il ne retournera plus sur ce circuit, donc sur les hauteurs de Barcelone. Gros crash d'ailleurs pendant le Grand Prix, ce jour-là c'était inévitable entre Rolf Stommelen et Abbasi Hill.
et derrière 5 spectateurs dont un photographe et un pompier sont fauchés par la monoplace et tués sur le coup. Je vous mets en description un lien vers un article de motorsport.com si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur l'histoire de ce Grand Prix à Montjuïc, donc que personnellement je ne connaissais pas du tout. Parmi les 4 éditions de ce Grand Prix en ville, on avait eu notamment 2 victoires pour Jackie Stewart, triple champion du monde de Formule 1. Et voilà l'histoire un petit peu de 2 circuits que personnellement je ne connaissais pas du tout, l'histoire un petit peu passée du Grand Prix d'Espagne. Donc à partir de 75 et ce gros accident, évidemment on ne reviendra plus jamais dans la ville à Barcelone, on se concentrera donc sur le circuit de Jarama avant ensuite de le délaisser parce qu'il n'était plus vraiment adapté à la Formule 1. On reviendra ensuite à Jerez en 1986 et puis on ira à partir de 91 sur le fameux circuit de Barcelona-Catalunya que l'on connaît bien évidemment et qui avait été construit pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 92 et qui avait notamment accueilli une épreuve de cyclisme, mais avec derrière bien évidemment l'objectif d'accueillir la Formule 1 assez rapidement. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine et un petit peu de ce week-end, mais je suis vraiment désolé, les actus F1 de la semaine ont été publiés un petit peu trop tard, donc vous avez potentiellement raté le WRC au Kenya ainsi que la MotoGP aux Pays-Bas. Bien sûr, tout est disponible en rediffusion sur Canal+, si vous voulez aller vous faire plaisir, pas de spoil bien évidemment, et vous pouvez retrouver tout ça sans problème. Et sinon, on se penche sur la semaine prochaine avec un Grand Prix de Formule 1 historique, puisque l'on revient à Silverstone, un an après l'accrochage entre Hamilton et Verstappen, un an après le premier F1 sprint. La qualification et la course sont fixées à 16h. Malheureusement, je suis désolé, là aussi on ne pourra pas les suivre ensemble, mais on se retrouvera le plus rapidement, je l'espère, en tout cas comme d'habitude, c'est à suivre sur Canal+. Et sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé des suivantes. On se retrouve comme d'habitude chaque semaine, votre point sur toute l'actualité F1 de la semaine, on ne rate rien. Sur ce, eh bien portez-vous bien, c'est le plus important, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.